d'abord nos fidèles collaborateurs pour commenter l'actualité politique beaucoup plus près de nous ici au Québec et peut-être au Canada et en Amérique et ailleurs. Pourquoi pas, mais en tout cas près de nous d'abord. Frédéric Bérard, il n'est pas si près de nous, il est quelque part dans les bois, je crois, chroniqueur au journal Métro. Bonjour Frédéric Bérard. Moi, fidèle, faut dire vite, mais je vous parle de Villeray ce matin. Ah oui, vous trouvez pas fidèle, vous? Oui, envers vous, oui, habituellement, oui, et envers l'islamo-gauchisme aussi. Ah oui, bon, malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion d'en parler, mais vous écouterez ça, puis vous réagirez dans une chronique vitriolique. Et celui que vous entendez se bidonner, c'est Frédéric Lapointe, celui qui est passé à un Fred d'être une vedette rock. Il est ancien candidat dans Maurice Richard et le fondateur de la Ligue d'action civique. Bonjour, Frédéric Lapointe. Et en direct de son sous-sol. Bonjour. Ah bon, alors vous êtes vraiment en confinement plus. Monsieur Patate, là, est-ce qu'on règle ça tout de suite? Frédéric Bérard, vous avez écrit un texte sur cette affaire-là. Alors, éclairons nos auditeurs qui auraient passé la semaine en dessous d'une roche ou d'une patate au four. C'est cette espèce de jouet, ce personnage-là, jouet pour enfants, qui est une patate en plastique. Je connais mal, je vous avoue, je n'ai pas été l'heureux détenteur d'un Monsieur Patate quand j'étais petit, mais enfin bref, c'est un jouet très populaire depuis fort longtemps, et la compagnie Hasbro qui le commercialise a décidé de le dégenrer. Donc, ce ne sera plus Monsieur Patate, ni d'ailleurs Madame Patate qui existait elle aussi. Ce sera, alors là, je vous entends ricaner, l'individu patate. En fait, ce sera tête de patate. Je traduis moi-même, là, potato head. Mais ensuite, suite à cette annonce et au coup de vent qu'elle a suscité, la compagnie a un peu reculé, décidé d'employer toutes sortes d'euphémismes pour dire qu'il fallait pas qu'on s'inquiète. Monsieur Patate continuerait sa carrière. Alors, je ne sais pas ce qui arrive, mais il y a plusieurs personnes, dont Frédéric Bérard, qui se sont insurgés de ce qu'on s'insurge, en fait. Qui ont dit, franchement, pourquoi s'énerver avec ça? C'est une compagnie comme une autre qui fait des études de marché, qui change de nom de marque de commerce. Passons à un autre appel. Ceux qui s'énervent avec ça n'ont pas raison. Alors, je donne tout de suite la parole à Frédéric Lapointe. Est-ce que c'est vrai que c'est un peu nono de s'énerver avec M. Patate? C'est un coup publicitaire fumant. Si vous ne saviez pas qu'il se vend encore de ces jouets immondes où un individu semble se réduire à un ovale, un œuf, une tête, enfin, c'est absolument dégoûtant comme esthétique. Mais, chose certaine... Vous savez qu'au début, c'était une vraie patate, dans les années 40, 50, je sais plus. Oui. En plus, c'est une espèce de jouet qui a l'air de... Enfin, sortir tout droit d'une époque où on était tous pauvres, donc je ne sais pas si c'est un hommage ou si c'est un cauchemar, mais il me viendrait jamais quel à l'esprit classisme un tel jouet. Oui. Mais donc, est-ce qu'on a... Frédéric Lapointe, je vous ouvre la porte, là. Je vous ouvre une porte de garage. Il y a ceux qui s'insurgent, ceux qui critiquent ou qui se surprennent ou qui dénoncent cette affaire-là ne sont pas énervés que par M. Patate. C'est parce que c'est une suite de... Oui, mais il faut voir qu'à un moment donné, on a le marché médiatique, de l'attention médiatique, il se structure. Et lorsqu'on arrive avec une nouvelle absurde comme celle-là, on sait d'avance que ça va mobiliser l'attention. Hein? Il existe la même chose pour d'autres sensibilités. Donc, il y a des questions comme ça là, qui sont, je pense que l'expression un peu politisant non correct là, des adolescents, là, c'est de parler de titres putaclic. Alors, je pense qu'on est tout à fait là-dedans. Si on doit parler d'éléments qui touchent vraiment les gens, là, comme des gens de sexe biologique mâle dans des prisons pour femmes ou de l'accès à des bénéfices liés au genre plutôt qu'au sexe. Là, les athlètes olympiques, dans la société. Les haltérophiles, anciennement. Une moustache, ça, c'est pas important. Alors, Frédéric Bérard, est-ce que c'est pas ça qui se cache derrière M. Patate? Ce sont les haltérophiles, anciennement hommes, qui maintenant veulent compétitionner comme des femmes? Ou vous comprenez? C'est quand même pas juste M. Patate le problème, là, non? Ça va vous commenter. Je ne sais plus quoi dire. Bon, mais passons à un autre sujet. Sérieusement, là, juste vous faire réaliser que
Non, mais je vous pose la question parce que c'est facile, Frédéric Bérard. Et là, on voit que alors vous rentrez dans le giron woke tranquillement parce que c'est l'angle choisi par la faune woke cette semaine. C'est de dire, franchement, ces gens qui s'énervent toujours pour rien. Mais justement, c'est parce que ça arrête jamais ces histoires de chasse au genre, là, non? Des réflexions en rafale, là. Je sais pas qui est le bozo qui est allé se plaindre de la bisoune de M. Patate, là, mais pas honneur à vous, monsieur ou madame. Deuxièmement, la bisoune de M. Patate a remplacé un autre débat absolument fondamental. Qu'en est-il du popcorn dans les cinémas? Voulez-vous être sérieux un peu, là, s'il vous plaît? Je le suis, c'est ça le problème. Oui. Et évidemment, tout ceci a suivi un autre débat fondamental. Mais alors, vous êtes en train de dire qu'on est dans une société qui se vautre dans des débats triviaux. Vous êtes pas vous êtes sur autre chose que le sujet du genre, là. Les snowbirds, là, est-ce qu'on les envoie en quarantaine à l'hôtel ou pas, là? Et aussi, là, est-ce qu'on a le droit au sucre à la crème à Noël, Nick Payne? Pensons-y sérieusement, là. Le sucre à la crème végétalien, j'espère, au minimum. Non, mais c'est une société de cochons gras qui se vautre dans son propre bacon. Là, vous êtes spéciste. Je suis pris avec un classiste et un spéciste ce matin. Mais le pire, c'est que Frédéric a complètement raison. Et le truc du ton médiatique, le truc de l'attention médiatique après ça, et tout. Mais moi, c'est juste ça que j'ai voulu écrire. Oui, je trouve ça absolument débile, le fait de vouloir appeler M. Patate, ça ne faut pas offenser. Je ne sais pas qui aussi, peut-être qu'on pourrait penser au fait que là, de ce que je me rappelle, moi, de M. Patate et Mme Patente, c'est qu'on pouvait leur insérer les accessoires dans le rectum, sauf erreur. Franchement. Non, mais très sérieusement, donc il y a peut-être un autre problème là aussi. C'est un coup parti. Et on pourrait passer une autre 2 semaines à jaser. Mais qu'est-ce qu'on fait avec... Nos excuses à ceux qui s'assoient devant leur dîner et peut-être même devant une bonne patate au four, allez savoir. Mais... Oui, on peut mettre la moustache au mauvais endroit, effectivement. Bon, mais c'est ça... Cessons d'être grivois et superficiels, j'allais dire, mais bien que vos réflexions soient tout à fait profondes, là, comme le beurre qu'ils font sur une patate. Mais dites-moi franchement, il n'y a pas, Frédéric Lapointe, le début du commencement de quelque chose comme une sorte d'écœurantite aiguë face à cette nouvelle gauche morale là, de petits bourgeois qui a tellement pas de problème qu'on se scandalise de ce qu'une patate soit appelée monsieur. Jusqu'où est-ce qu'ils sont en train de se casser la gueule, finalement? Il y a une réaction, forcément. Il y a un côté caricatural qui est accentué par des nouvelles de la sorte. D'ailleurs, parce que ça nuit à toute la gauche, ça, non? Il n'y a pas juste ça à gauche. Oh, exact. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs personnes. Il y a Frédéric Bérard aussi. Et probablement qui déplorent le fait que ça ait trop d'attention, justement, parce que la caricature est défavorable. Mais il reste plus important de non pas ramener le débat à un concours de caricature, c'est à quoi il ressemble en ce moment dans l'espace médiatique, mais de revenir à une forme de discipline, c'est-à-dire de se pencher sur les faits, les arbitrages, les conséquences de vraies décisions qui ont une implication dans le public. C'est-à-dire que quelqu'un veuille rebaptiser son jouet, c'est une entreprise privée, elle fait bien ce qu'elle veut, mais lorsqu'on prend des décisions politiques qui favorisent des groupes au détriment d'autres, là, ça devient un vrai sujet d'intérêt public. Lorsqu'on nomme un ministre, par exemple, et qu'il y a une discussion sur les capacités de ce ministre, ça, c'est plus important que M. Patate. On y arrive, justement. Alors, aviez-vous quelque chose à ajouter là-dessus, Frédéric Bérard? J'ai l'impression que vous aviez fait le tour de votre arsenal. Est-ce que la gauche est en train d'être tirée vers le bas par ce genre d'anecdote? Je vais juste rajouter très, très rapidement, là. Oui, je trouve ça débile, mais je trouve ça autant récupérateur, instrumentalisant les réflexes d'une non-gauche woke ou non-gauche tout court, à vrai dire, dans ce cas-ci, qui s'excite au point de prendre une anecdote et la juger au point de rendre ça comme étant une importance absolument névralgique dans nos sociétés. Ça, je trouve ça tout autant répréhensible. Oui, mais c'est un buffet, c'est un buffet ouvert. Si vous étiez, vous aussi, un adversaire là, franc de la gauche, vous ne pourriez pas vous empêcher de sauter là-dessus. C'est formidable quand même, non? Oui, je sais pas, moi, mais la réponse simple, c'est oui.
Votre porte-parole a répondu pour vous. Passons à un autre sujet. On va rester un peu quand même dans le sujet de l'inclusion, pas des dictats, mais enfin des idées de la gauche ou de la nouvelle gauche, diversitariste, le ministre de la lutte au racisme. Alors, le Québec s'est doté d'un tel titre, désormais, d'un tel ministre. C'est le ministre Charette, qui est aussi le ministre de l'Environnement. Les réactions n'ont pas tardé à fuser, les uns accueillant plutôt favorablement, les autres disant « Mais comment va faire cet homme pour gérer ces deux dossiers importants? » Les autres encore disant qu'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau pour être titulaire de ce ministère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric Bérard? Il y a, moi, je pense à Ottawa, par exemple, le ministre qui s'occupe des Autochtones, c'est un Blanc. Il n'y a pas une question de proportion. Il y a peut-être pas encore suffisamment de ministres à la bonne couleur de peau dans notre gouvernement pour en trouver un qui sera volontaire pour occuper ce poste-là. Bon. Il me semble que la question est un peu loadée. Non, mais j'ai peut-être répondu en la posant, mais c'était pas le but. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Est-ce qu'on aurait... Présumons que Mme Giraud et Monsieur... voyons, je sais... Non, pas M. Patate. Non, l'autre ministre d'origine probablement haïtienne, j'oublie complètement son nom, je suis désolé. Oui, mais voilà, le ministre Carman, Lionel Carman, bon, là, j'ai oublié le nom de l'autre maintenant, mais peu importe. Oui, Mme Giraud. Voulez-vous qu'on recommence? Donc, M. Carman et Mme Giraud ont peut-être tout simplement décliné l'offre de François Legault. À partir de là, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Je crois que c'est le cas. Ça a été rapporté dans les médias qu'ils avaient décliné l'offre et on peut, excuse-moi si je te prends le micro, Frédéric, là, mais on peut penser qu'ils ont décliné précisément parce qu'ils souhaitaient pas être l'objet de pression sur la base de leur identité. On entend ça souvent de la part de personnes qui montent dans la hiérarchie. Oui, ils n'ont pas nécessairement le goût d'être des porte-paroles, un peu comme Barack Obama dans une autre échelle. Mais donc à partir de ce moment-là, le gouvernement a quel choix? Est-ce qu'il va ne pas suivre la recommandation qu'il a reçue de nommer un ministre responsable? Ben non, donc il va nommer un ministre. Et comme d'habitude, comme lorsqu'on a nommé Yann Lafrenière au ministère des Affaires autochtones, tous les fils qui pendent du plafond sont sujets à ce que les chats, miaulant plus fort les uns que les autres, essayent d'attraper les fils et ça donne un beau concert cacophonique complètement inutile. Bien sûr. C'était le cas avec Yann Lafrenière, c'est encore le cas avec le ministre Charest. Bon, alors laissons miauler les chats et allons au fond du sujet. Frédéric Bérard, est-ce que ça va servir à quelque chose? On a eu... par exemple, Marguerite Blais, ministre des Aînés, ministre sans portefeuille. On dit souvent que ces ministres-là sont des potiches davantage que des gens qui peuvent prendre des décisions structurantes. On a un peu évité la question en nommant quelqu'un qui est déjà ministre comme d'un ministère important comme ministre du racisme. Néanmoins, est-ce que ça va donner quelque chose? Mais non, ça donnera rien. Ça donnera rien parce qu'on est incapable de s'entendre sur le concept. Un concept qui est trouvé maintenant de manière scientifique. Là, vous parlez du racisme systémique. Oui, mais supposons que cette personne et vous divergez sur les termes, mais vous comprenez sur le problème du racisme. Est-ce qu'il n'y a pas des gestes qui peuvent être posés quand même? Ben oui, mais il y a certainement des gestes qui peuvent être posés quand même. Ça, c'est comique parce que quand j'entends... Alors, est-ce qu'on les posera? Non, on les pose. Là, il va peut-être avoir des gugus à gauche, à droite, mais tu sais, comme quelqu'un, quand Jean-François Lisée dit non, il n'y a pas de racisme systémique, moi, je veux lutter contre le racisme. Puis là, il dresse une liste de 12 propositions qui sont des luttes au racisme systémique. Je trouve ça quand même assez amusant. Bon, alors, tout le monde est content? Tout le monde est content, oui. Voyons voir si on sera capable d'aller de l'avant avec ces trucs-là, sachant que, pour revenir sur ce que Frédéric disait, ce que vous disiez aussi, est-ce que Carman et Dubois ont vraiment refusé? Vous en connaissez beaucoup, vous, des ministres qui refusent des charges comme telles venant du premier ministre? Ça, c'est pas clair du tout. L'autre chose, on dit, voyez... attendez, ça arrive quand même, des ministres, des membres du gouvernement qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas changer de ministère, ne veulent... Tu prends ça. Désolé, là. S'il avait vraiment voulu que ce soit Carman, par exemple, il l'aurait nommé puis ça aurait fini. Là. La réalité, c'est que moi, je ne doute pas que Carman ne veuille pas de cette job-là, sachant qu'il ne peut même pas partir de la prémisse évidente
qu'il existe du racisme systémique au Québec comme partout ailleurs en Occident, de toute évidence, hein, c'est pas propre au Québec tout ça. Et là, l'autre affaire, c'est qu'il nous dit, et ça, moi, je trouve ça doublement insultant, il nous dit, ils sont trop occupés pour faire ça, fait que j'ai nommé Charette. Ben oui, Charette est juste ministre de l'Environnement. Ça te donne quand même une idée de la priorité qu'acquise à cet effet-là. On peut avoir le temps de gagner, et il rajoute à ça, il y a une conjointe ou il y a une conjointe, ça c'est pas trop clair, je vais pas me dans sa vie privée, qui est d'origine haïtienne. Tu sais, c'est quoi la prochaine affaire aussi? Là? Il est allé dans le Chinatown, là, il a trouvé ça le fun, il a mangé un shish taouk. Non, mais attendez, il a fait l'objet du refus d'un propriétaire de lui louer son logement. Il a dû se plaindre à la Commission des droits de la personne et il a gagné. Il connaît, ça lui donne... Écoutez, il me semble que ça va dans le sens de ce qu'on prône souvent à gauche, c'est-à-dire l'expérience vécue quand c'est pas les caractéristiques physiques, en tout cas, là. Vous avez vu la vidéo il y a une vingtaine d'années, paraître à l'Assemblée nationale quand il était péquiste, qui parle justement de racisme systémique et qui parle de conclusion d'un observatoire sur le racisme. Ils ont très fou de se passer de la science de cet observatoire-là, blablabla. Et là, la première affaire qu'il fait comme ministre, c'est faire un tweet disant « là, j'ai lu cet excellent article, parce que là, évidemment, ils ont trouvé une amie noire qui dit qu'il n'y en a pas de racisme systémique dans le Journal de Montréal. » qui, apparemment, serait capable à elle seule de balayer 20 ans d'études d'un seul coup, disant « Lisez ça, là, c'est la preuve qu'il n'existe pas de racisme systémique. » C'est vraiment bien parti. Sérieusement, là, bravo. Frédéric Lapointe, cette nomination-là peut-elle produire des résultats ou est-ce que c'est un ministre, un geste symbolique? Non, je pense que ça contribue à mettre à l'agenda cette question. Le gouvernement, avec un ministre responsable, va devoir rendre des comptes. Et il va d'autant devoir rendre des comptes sur des actions concrètes que son désaccord sur le concept un peu fumeux de racisme systémique dans le cas du Québec ramène cette question-là constamment dans l'agenda. Donc, paradoxalement, le refus du gouvernement d'obtempérer donne du vent dans les voiles du dossier. L'attitude contraire aurait probablement été celle d'un Justin Trudeau, qui est de tout admettre, mais sur le fond des choses, probablement pas agir de façon fort conséquente. Il reste que dans tout ce qu'on lit sur la question des inégalités au Québec, moi, je veux bien qu'on amène ça sur le terrain de la science, mais à chaque fois qu'on débat de cette question, on ne débat pas de la science. On débat du refus de quelqu'un de reconnaître quelque chose parce que ce serait scientifique, parce que ça aurait été cité dans une revue de sociologie lue par 12 personnes. Quand on regarde les chiffres, et j'ai eu l'occasion d'en discuter à cette émission à quelques reprises, on ne retrouve pas les prétentions des gens qui disent qu'il y a une telle chose qu'un racisme systémique. On retrouve des exercices de propagande, on retrouve des manipulations de chiffres, je dirais à peu près 3 fois sur 4, mais on ne retrouve pas une telle chose que le système dont on parle. Bien, Frédéric Bérard, est-ce que vous ne tombez pas en même temps, moi je veux bien que vous soyez convaincu qu'il y a du racisme systémique au Québec, je n'ai toujours pas, je vous le dis là, compris, lu, été mis en contact avec une définition qui fait l'unanimité de ce concept-là. Je ne sais pas précisément ce qu'il veut dire, mais je vous crois quand vous dites que vous êtes convaincu qu'il y en a. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est pas un piège qui est celui souvent dans lequel s'enferment les idéologues ou encore là, certains courants politiques qui veulent davantage avoir raison que obtenir des résultats? Alors, on veut absolument que tout le monde accède à la terminologie avant toute chose et tout passe à travers ce prisme-là. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif en même temps? Vous voyez bien que François Legault ne reconnaîtra jamais ou alors 2 jours avant les élections, ce qui serait terrible pour ses adversaires. Là, écoutez bien, là. Si vous allez chez le médecin, là, il vous prescrit une petite pilule. J'imagine que c'est le fun qu'avant qu'il vous prescrive la petite pilule, il sache exactement ce que vous avez. Il me semble que c'est pratique. Non, mais vous voyez que... Non, mais je vois où vous voulez aller, là, mais je pense que François Legault est capable de faire certains constats, là. Vous êtes encore à 2 contre 1, laissez-moi au moins finir mes phrases. Ah, inquiétez-vous pas. Est-ce que je veux répondre à Frédéric là-dessus? Qui est le mieux placé pour savoir s'il existe du racisme systémique? Est-ce que c'est la Commission des droits de la personne qui engage non seulement des juristes, mais aussi nombre de travailleurs sociaux, incluant
des sociologues, des philosophes. Moi, c'est drôle, j'ai pas de mépris pour ces sciences sociales-là. Qui est le mieux placé? Est-ce que c'est Frédéric Lapointe ou la Commission des droits de la personne? Qui est mieux placé? Est-ce que c'est le rapport de la Commission Vient qui dit que tu as 5 à 10 fois plus de chances de te faire écœurer si tu es autochtone par les policiers que attention, les Autochtones, je pense que François Legault reconnaît presque qu'il y a un racisme, une discrimination systémique là. Il a refusé une résolution à cet effet-là pour assurer que les Autochtones n'aient pas de discrimination à même les soins de santé. Là, il faut le faire. La dernière chose, qui est le mieux placé pour savoir s'il existe du racisme systémique, messieurs? Est-ce que c'est vous deux ou même moi? Ou c'est le chef du SPVM qui dit oui, mes membres pratiquent le racisme systémique, il faut s'attarder à ça. Qui est le mieux placé pour savoir si les flics du SPVM pratique le racisme systémique? Est-ce que c'est le chef du SPVM ou c'est Nick Payne, Frédéric Lapointe et Bérard? Alors, ce jour est à marquer d'une pierre blanche où Frédéric Bérard nous aurait dit que c'est le chef de police qui a raison, ce monsieur blanc. Sur la question du racisme systémique, mais il doit savoir plus que nous autres, hein? C'est encore c'était une autre parcelle de prélude à notre future émission complète sur le racisme systémique, ça promet. Changeons de sujet, messieurs. CBC nous apprenait cette semaine, ou il y a quelques jours, oui, c'était cette semaine, je pense bien, que Pierre Elliott Trudeau avait fait des pressions sur les dirigeants de grandes entreprises au Québec, notamment Paul Desmarais, en leur demandant de mettre le Québec dans le trouble économiquement suite à l'élection du Parti québécois en 1976. Je paraphrase, mais il disait à peu près, vous pourriez pas m'arranger ça pour qu'on ait un 15-20% de chômage. Là, il me semble que ça leur donnerait une bonne leçon. S'en est suivi une chicane entre Québécois et la presse qui n'avait pas relayé la nouvelle. Mais au-delà de tout ça, là, Frédéric Lapointe, est-ce que ça vous étonne le relativement peu de bruit qu'a fait cette nouvelle? Il me semble que dans tout pays qui se respecte, là je parle dans notre cas du Canada, puisque c'est toujours notre pays, d'apprendre que, en tout cas notre pays juridique, constitutionnel, d'apprendre que un chef d'État, en tout cas dans un des pays, des grandes puissances, là, un des pays occidentaux qui ne peut pas être soupçonné de ne pas être une démocratie exemplaire, en tout cas qu'on ne soupçonne pas habituellement de ne pas l'être. Ça vous surprend pas qu'on n'ait pas parlé de ça davantage? Oh, bon, on en a parlé, mais c'est une révélation à partir d'archives. Les acteurs, c'est d'ailleurs pour ça que les archives sont ouvertes souvent très tardivement, 25 ans ou 40 ans après les faits, parce que les acteurs principaux sont décédés. Mais le système est encore en place et c'est un rappel fort judicieux de ce que lorsqu'on traite des questions géopolitiques, et la sécession d'un État, d'un autre État, c'est une question géopolitique, bien là, on est dans autre chose que les monsieur patates, là, pour faire un clin d'œil au débat de tout à l'heure. Les États sont prêts à prendre des moyens extraordinaires pour arriver à leur fin. Et donc, il convient lorsque on a cette entreprise que de séparer une province ou un État d'un autre État, ben, de savoir ce qu'on fait, de savoir avec quoi on travaille. Alors aujourd'hui, on a Justin Trudeau qui est très gentil, qui s'excuse à tous instants, et on peut penser, par exemple, que discuter de l'intégrité territoriale du Québec en 2021, c'est pas un trop gros problème parce qu'on a des calinours à Ottawa. Mais c'est des questions dont il faut traiter avec une extrême prudence parce qu'on ne sait pas si dans 10 ans ou dans 20 ans, on aura un autre processus de séparation du Québec du Canada. Et si on aura, à ce moment-là, à Ottawa, un gouvernement aussi agressif qu'a pu l'être Pierre Elliott Trudeau, le genre de gouvernement très agressif qui pourrait ne pas craindre d'utiliser son armée pour faire respecter, des territoires non cédés, par exemple. Mais alors, Frédéric Lapointe parle de la raison d'État. Hein, le nécessaire, le besoin de tout faire lorsque l'intégrité de l'État est menacée, par exemple, avoir recours même aux tactiques les plus abjectes s'il le faut, ou en tout cas plus ou moins démocratiques ou plus ou moins éthiques, n'empêche. Voici un chef d'État qui manifeste une volonté de s'en prendre à son peuple, finalement. Est-ce que c'est pas très gros, quand même? Moi, je considère que la nouvelle est effectivement importante. Elle est inquiétante. Mais il y a des réflexions à y avoir aussi. Vous me permettrez de les faire ici, même si je sais que je vais me rendre encore une fois très populaire auprès de certains de vos auditeurs. Mais
en droit, là, cette affaire-là, on appelle ça du oui-dire. Hein. Un ambassadeur qui aurait entendu de Trudeau, qui aurait dit qu'il pensait parler à un de ses chums qui est riche et qui va faire du trouble. Je suis désolé, là, peut-être que c'est vrai, mais là, les trois sont décédés et il n'y a aucune preuve, non seulement que les paroles ont été prononcées, mais surtout, il n'y a pas vraiment de preuve à l'effet que Power Corp a déplacé des jobs après 76. Power Corp, c'est essentiellement une business de... Alors, tout le monde a dit que ça n'était pas arrivé. Hein? Les principaux intéressés n'ont pas obtempéré si tant est que ça a eu lieu. Je ne suis pas en mesure de savoir si c'est effectivement arrivé ou pas arrivé. Bon, c'est ce qu'on a dit. Évidemment, ça leur donne le beau rôle à quelque part. Mais bon, est-ce que ces paroles-là ont vraiment été prononcées? L'autre affaire, puis je reviens un petit peu à ce que disait Frédéric en quelque sorte. Si on tombe dans le real politics, ce qui rend pas l'affaire légitime, là, mais reste que cette histoire-là, hein, venez que vous en parliez, est-ce qu'on aurait raison d'en parler plus, et ainsi de suite, versus, par exemple, ce qui se passe en Catalogne, cette histoire-là, elle nous donne des allures de ticoun, quand Madrid, qui va sacrer en prison des leaders indépendantistes, disons-le franchement, pour sédition et autres, versus un chef de gouvernement qui aurait peut-être dit à un de ses chums qui a de l'argent, essaye donc de nuire à la cause indépendantiste, on s'entend qu'on n'est pas du tout dans le même rayon. Alors, au bénéfice de nos auditeurs, je vous enlève après une seconde. Là, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Canada qui, on a découvert à travers des documents déclassifiés il y a déjà plusieurs années par le département d'État américain que ce diplomate, donc, expliquait avoir reçu la confession de Paul Desmarais, selon qui Pierre Elliott Trudeau souhaitait, à l'époque, qu'il transfère discrètement ses employés à l'extérieur du Québec dans le but de faire grimper le taux de chômage. Puis là, il y avait d'autres détails. Et ça, c'était dans une communication diplomatique là, rédigée par cet ambassadeur. Mais vous avez raison, il n'y a pas plus de preuves que ça non plus. Et juste pour finir, Washington, que ça plaise ou non, n'était certainement pas, et ne toujours pas en faveur, je pense, de l'indépendance du Québec, pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont assez classiques là, en géopolitique. Donc moi, ça me surprendrait pas du tout que Washington ait interrogé Trudeau à savoir quel est votre plan de match pour empêcher justement le Québec de devenir indépendant et que Trudeau dise je vais parler à mes chums, il est bien influent, Desmarais, vous ne connaissez pas, parce qu'évidemment Desmarais aux États-Unis, c'est de la petite bière. Et bon, on pense que est-ce que Trudeau a même déjà dit ces paroles-là Desmarais par la suite? Franchement, c'est pas si clair que ça. Mais que Washington s'inquiète, entre guillemets, ça fait partie de la partie géopolitique classique. Et je vous dirais que si c'était vrai ce que Trudeau avait dit, c'est déplorable, particulièrement dans une démocratie comme la nôtre, particulièrement du fait que Trudeau était québécois. Mais honnêtement, c'est peut-être pas la fin du monde non plus quand on regarde l'historique des coups de jarnac qui se sont donnés en matière diplomatique. Frédéric Lapointe. Oui, allez-y. Je répète qu'il faut surtout craindre des décisions que nous prenons aujourd'hui qui peuvent préparer des coups de force plus tard, parce que la question nationale au Québec se posera toujours. En fait, il y a probablement que deux issues terminales, et je préfère l'une que l'autre, mais il y aura des tensions entre les deux États et il y aura des tentations du côté du gouvernement fédéral de poser des gestes qui ne ressembleront peut-être pas à ceux de la Catalogne, la Constitution canadienne, la Fédération canadienne, la culture politique est différente ici, mais il y a toutes sortes de coups de force qui peuvent se faire et effectivement quelques emplois. C'est assez bénin là, comme... Il y a Frédéric Lapointe là-dessus, le chef d'un parti que vous connaissez bien, le Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut qu'Ottawa rende public tous les documents qu'il posséderait sur cette affaire. Pensez-vous que ça va arriver? Puis pensez-vous qu'ils existent, ces documents? Ils existent certainement. Pendant des années, le Conseil privé avait une équipe qui travaillait à préparer non pas tant les négociations avec un Québec ayant voté majoritairement pour la sécession, mais sur toutes sortes de moyens pour l'en empêcher. Ces gens-là existent, ces gens-là parlent à leurs voisins, parlent à leurs femmes, on en connaît quelques-uns. Donc oui, ces documents existent.
Mais non, ils ne seront pas publiés et je comprends très bien pourquoi. Frédéric Bérard, confiné dans Villeray. Non, c'est ça? Oui, mais c'est très temporaire, ne vous inquiétez pas. Oui, on ne veut pas en savoir plus là, sur votre vie privée. Mais donc, vous êtes de passage dans Villeray. Et Frédéric Lapointe, de passage dans son sous-sol. Toujours un plaisir et très éclairant de vous entendre. À bientôt. Merci, messieurs. Au revoir.